Avant que Jenny et moi ne soyons officiellement ensemble, nous passions déjà beaucoup de temps ensemble. Nous étions tous les deux passionnés de snowboard. Et sa famille possédait une petite cabane dans le Vermont, non loin de Stowe Mountain Resort. C'était probablement la 10e fois que nous nous retrouvions. Elle m'a invité à passer un week-end là-bas pour faire du snowboard ensemble pour la première fois. Le trajet durait environ 5 heures. Alors que nous approchions de sa petite maison, nous avons passé une demi-heure sur cette route venteuse et isolée, croisant de temps à autre des allées menant à des propriétés dissimulées derrière des remparts d'arbres. Nous étions perchés tout en haut des montagnes. La vue d'autres voitures était devenue un spectacle rare, presque extraordinaire. L'impression d'être seul au monde nous envahissait. Beaucoup de ces allées étaient vierges de toute trace de pneus dans la neige, signe que même de nombreuses maisons étaient désertées. Jenny m'a confié que bon nombre de maisons ici appartenaient à des personnes vivant hors de l'État, tout comme elle. Je roulais à environ 30 km/h quand elle m'a brusquement ordonné de ralentir, signalant l'arrivée imminente. J'ai freiné, et une petite ouverture dans les arbres, que j'aurais certainement manquée, est apparue. Nous avons emprunté un étroit sentier praticable uniquement en 4 roues motrices, qui nous a conduits à une petite maison enfouie sous la neige. Elle semblait incroyablement chaleureuse. Nous nous sommes garés, et la première chose que nous avons faite a été d'allumer le chauffage dans la petite maison. Tombé du jour, nous avons déchargé nos affaires à l'intérieur. La faim se faisant sentir, nous avons préparé un repas simple avec les provisions que nous avions emportées, avant de nous installer pour regarder un film, à la recherche du bonheur. La maison était étonnamment bien équipée. Chauffage, électricité. Seule l'eau courante manquait à l'appel. Notre hôtesse nous a expliqué que sa famille avait constitué une réserve d'eau en jerrycans pour les besoins essentiels, comme se laver les mains ou faire la vaisselle. En revanche, les toilettes étaient hors service et il fallait utiliser les latrines extérieures. Ce soir-là, seule une envie pressante m'a tiré du lit. Au lieu de m'aventurer dans le froid jusqu'aux latrines, j'ai discrètement vidé ma vessie dans la neige depuis la terrasse. Cette nuit-là, la neige tombait à gros flocons. Nous nous sommes assoupis pendant le 2e film de notre marathon nocturne et nos alarmes de téléphone nous ont réveillés bien avant l'aube. L'appel de la poudreuse fraîche était irrésistible. Nous nous sommes affairés à nous préparer pour la route vers la station de ski. Après un petit déjeuner rapide, une visite rapide aux toilettes s'imposait avant de partir à l'aventure. Je me suis précipitée dehors, vers les toilettes sèches, mes chaussures à peine enfilées, et déjà, le froid mordait mes pieds. En chemin, j'ai aperçu des empreintes dans la neige. Assez larges, je n'arrivais pas à distinguer s'il s'agissait de bottes ou de traces d'animaux. Intriguée, j'ai suivi la piste. Elle contournait la maison et s'enfonçait dans les bois. J'ai appelé Jenny. Elle est sortie et, après un coup d'œil, a décrété qu'il s'agissait probablement d'un ours noir, vu qu'il pullule dans le coin. Après avoir réglé mes affaires, nous voilà partis en direction de la station de ski. 8 heures de descente inoubliables ont défilé. Un pur bonheur. Repus de sensations fortes, nous avons fait une halte dans un diner pour refaire le plein d'énergie avant de regagner la maison. La nuit était tombée, impénétrable,
et la neige recommençait à valser. Sitôt rentrés, nous avons allumé un feu crépitant et poussé le chauffage à fond, tout en lançant la musique à plein volume. La soirée s'annonçait festive. Les verres se sont enchaînés et finalement, la nature a réclamé son dû, une pause pipi s'imposait. Tant qu'à enfiler mes bottes, autant régler mes affaires aux toilettes extérieures. Je me suis précipitée dans la tempête de neige, direction les latrines. Cette fois, j'ai claqué la porte pour empêcher la neige et l'air glacial de me fouetter le visage. La musique assourdissante de la maison parvenait encore jusqu'à moi. Mais soudain, par-dessus ce vacarme, j'ai perçu le crissement de pas dans la neige, passant non loin des toilettes. J'appelai « Jenny ?» Aucune réponse. Le bruit des pas s'éloigna simplement. Machinalement, je saisis mon téléphone et lui envoyai un message. « Es-tu dehors ?» L'image ne m'apparut pas immédiatement, hélas, car la réception de mon portable, là-haut, était misérable. Quelques minutes s'éternisèrent, tandis que j'étais toujours confinée dans ce réduit. J'étais sur le point d'en finir lorsque la musique assourdissante cessa brusquement, laissant place à un silence absolu, troublé seulement par le murmure des flocons de neige qui s'abattaient au dehors. Sitôt sorti de cet antre, je réalisai que l'obscurité était désormais totale. Les lumières de la maison s'étaient éteintes. L'obscurité régnait, me faisant supposer une simple panne de courant. La lumière de mon téléphone révéla alors une paire d'empreintes fraîches dans la neige, serpentant jusqu'à la maison. Intrigué, je suivis ces traces qui s'arrêtaient devant la porte d'entrée avant de contourner la bâtisse. L'inquiétude grandissante, je tambourinai à la porte en hurlant le nom de Jenny. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et une main me tira à l'intérieur, me plongeant dans un mystère encore plus profond. Jenny. Elle claqua la porte avec fracas et la verrouilla à double tour. Dans un murmure, elle m'avoua qu'un homme avait tenté d'ouvrir la porte qu'elle avait instinctivement fermée à clé dès mon absence pour aller aux toilettes, terrifiée à l'idée de se retrouver seule. Lorsqu'elle réalisa que la silhouette derrière la porte n'était pas la mienne, elle coupa l'électricité et se réfugia dans un coin du salon. Cachée dans l'ombre, elle observa avec horreur un étranger passer lentement devant la fenêtre, son regard perçant, scrutant l'intérieur de la pièce. Je revins à la porte seulement 2 minutes après cet événement terrifiant. Jenny m'a confié l'existence d'une cave secrète dissimulée sous le plancher, où son père rangeait 2 fusils et un fusil de chasse. Tâtonnant dans l'obscurité, j'ai fini par trouver la poignée et soulever la trappe. À l'aide de ma lampe torche, je suis descendue l'échelle rudimentaire et me suis emparée d'une des armes accrochées au mur. Ensuite, nous avons attendu sur le canapé, plongés dans le noir, craignant d'allumer la lumière et de nous exposer à la menace extérieure. Nos voisins les plus proches étaient à une bonne distance. Les paroles de Jenny résonnaient encore. Ce n'était l'œuvre d'aucun d'eux, probablement même qu'ils n'étaient plus dans le Vermont. Le silence retomba, juste le murmure des flocons s'écrasant sur le sol enneigé, puis ce bruit qui vous glace le sang, des pas qui crissent dans la neige, tout près. Sans hésiter, je saisis l'arme chargée, me précipitai vers la porte d'entrée, l'ouvris d'un coup et déchargeai 3 balles en l'air, hurlant de toutes mes forces. Le bruit des pas cessa. Ils avaient fui, j'imagine, le fracas des coups de feu masquant leur fuite éperdue. Au lever du jour, suivant le conseil du père de Jenny, nous quittâmes les lieux. Il valait mieux ne pas rester
avait-il insisté. L'aventure avait viré au cauchemar. Mais au moins, nous avions profité d'une journée entière de snowboard. Le lendemain, nous avons décampé, sans regret, car rien de valeur ne risquait d'être dérobé. Cette nuit d'horreur reste gravée dans ma mémoire comme une expérience à part entière. Moi qui vis en Angleterre, je me souviens de l'hiver 2018 où la neige avait abondamment recouvert le pays. J'adorais la neige autrefois, mais depuis cette mésaventure, mon enthousiasme s'est définitivement refroidi. Alors que le week-end approchait, ma famille proche s'apprêtait à rendre visite à la famille élargie en Cornouailles. Une perspective qui ne m'enchantait guère. Les relations avec eux étant souvent tendues, je préférais de loin rester chez moi. Une idée germa alors. Simuler une indisposition. À ma grande surprise, la feinte fonctionna. Ils partirent sans moi, me laissant seul maître de la maison. Une perspective qui me ravissait. Samedi fut une journée des plus agréables. Pour ma part, j'avais 16 ans à l'époque, un âge où l'on peut se débrouiller. La matinée débuta paisiblement, naviguant sur Netflix et m'immergeant dans des séries captivantes. Puis, la neige immaculée m'appela à l'extérieur. Ma chienne, plus enthousiaste que jamais, se réjouissait de gambader dans ce paysage hivernal. Sa joie était contagieuse. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais absorbé par une mission palpitante dans Call of Duty, World War II, une faim tenace se fit sentir. La maison regorgeait de provisions, mais surtout d'ingrédients nécessitant une préparation laborieuse. Une envie soudaine de poissons frits et de frites m'envahit. L'idée me traversa l'esprit d'aller au chippy du village. Dehors, la nuit tombait doucement. La neige avait cessé de tourbillonner, mais elle avait formé un manteau épais sur le paysage. Je saisis un billet de 10 livres que je fourrai dans ma poche, puis enfilai un manteau chaud avant de m'aventurer dans l'obscurité. Mon chemin habituel empruntait une ruelle bordée d'arbres, éclairée par quelques lampadaires vacillants. Ce passage obscur débouchait près de la route principale, où se trouvait le fameux chippy. La nuit était déjà tombée lorsque j'arrivais. J'achetai des chips, une saucisse enrobée de pâte à frire, et pris le chemin du retour. À mi-chemin dans l'étroit passage, serrant mon repas, je l'entendis. Dans les arbres, juste à ma droite, une brindille craqua. Je tournai brusquement la tête, mais je ne vis rien. Mon cœur battait la chamade, mais je m'efforçais de me persuader qu'il ne s'agissait que d'un animal, jusqu'à ce que je l'entende à nouveau. 2 craquements rapides et rapprochés. La peur m'étreignit alors. Je me mis à marcher rapidement vers la maison, oubliant ceux qui m'attendaient. Le dernier tronçon de l'étroit passage, presque plongé dans l'obscurité totale. La lampe du lampadaire, grillée depuis des mois, restait désespérément non réparée par la municipalité. Un soupir d'exaspération et d'inquiétude s'échappa de mes lèvres alors que je continuais mon chemin, mais un bruit me stoppa net. Le crépitement incessant de brindilles qui se brisent céda soudainement la place à un craquement plus sourd, plus proche. Je me figeai, me retournai, et mon cœur cessa presque de battre. Dans la pénombre, au loin, une silhouette noire se détachait, éclairée en contre-jour par le lampadaire défaillant. Une silhouette noire qui courait droit sur moi. Je me suis retourné et, pris de panique, j'ai dévalé la pente enneigée. Surgissant du sentier étroit, j'ai foncé vers ma maison, distante d'à peine une dizaine de mètres. Les doigts engourdis par le froid, j'ai saisi mes clés en courant et les ai introduites dans la serrure dès que possible.
Dans un geste désespéré, je me suis jetée à l'intérieur, claquant la porte derrière moi et verrouillant-la à double tour. Le souffle court, j'ai jeté un coup d'œil par le judas. Rien. Le paysage hivernal restait désespérément vide. Les rues étaient désertes. Un silence pesant enveloppant chaque pavé. Ce serait supportable si cela s'arrêtait là, mais l'angoisse ne faisait que croître. La paranoïa me tenait éveillée. Les pensées sombres dansant dans mon esprit. Soudain, aux environs de minuit, le chien se mit à hurler, griffant frénétiquement la porte arrière. Au plus profond de moi, je savais ce qui excitait ces aboiements, mais je refusais d'y croire. Luttant contre la réalité qui se dévoilait, j'avançais vers la porte arrière, mais l'obscurité était si dense qu'elle dévorait toute forme. Prenant mon courage à deux mains, j'actionnai l'interrupteur, espérant dissiper le voile. En vain. Le jardin restait désespérément vide, plongé dans un noir impénétrable. Tirant doucement le chien qui reniflait la porte avec insistance, je retournai devant le petit écran, cherchant à me replonger dans le programme. Pourtant, une sensation étrange persistait, une vague inquiétude qui me taraudait sans que je puisse en identifier la source. Quelque chose clochait, mais quoi? Le jardin, à l'arrière, était parfaitement intact, hormis la trace de mes pas menant de la porte arrière jusqu'à l'endroit où je me trouvais. C'est alors que le choc me frappa. J'étais entré par la porte principale. Un frisson glacial me parcourut les veines et, en m'approchant de la porte arrière, la vérité m'apparut avec une clarté effrayante. Un souffle d'air froid me glaçait le visage, annonciateur d'un danger imminent. Je fis le tour et m'arrêtai net, pétrifié. La porte était grande ouverte. L'architecture de ma maison offrait 3 directions possibles dès l'entrée. Le salon, où je me trouvais, la cuisine ou l'escalier. Alors que je reculais lentement jusqu'au mur, un léger, mais distinct, bruit sourd résonna à l'étage. Alors, instinctivement, j'ai attrapé mon chien, mon téléphone, et j'ai filé chez les voisins. Il était minuit passé. J'ai dû sonner une bonne dizaine de fois avant qu'ils ne daignent répondre. Furieux d'avoir été tiré du lit, ils ont tout de même fini par me faire entrer quand je leur ai expliqué la situation. La police a mis environ 40 minutes pour arriver, la neige redoublant d'intensité. Une fois sur place, ils ont minutieusement inspecté la maison, de fond en comble. Rien. Les empreintes avaient disparu sous la neige, mais les images de vidéosurveillance montraient clairement une silhouette s'enfuyant par la porte arrière peu après mon départ, avant d'escalader la clôture. Ils se sont volatilisés dans les bois derrière chez moi. L'idée qu'ils soient encore là, sachant où j'habite, me hante. Mon sommeil est plus paisible désormais, et nous avons installé une nouvelle serrure. Pendant un temps, j'étais constamment rongée par l'inquiétude pour ma famille et moi-même. J'ai 27 ans. Tout cela s'est déroulé l'année de mes 26 ans. Il y a quelques années, ma mère nous a quittés. Mon père, quant à lui, a perdu la vue. Heureusement, lorsqu'il était jeune, il a vendu une entreprise d'énergie florissante, ce qui nous a permis d'acquérir une certaine aisance financière et plusieurs biens immobiliers que nous louons. Consciente de cette situation particulière, je prends à cœur de contribuer. Je m'occupe ainsi de la gestion de la plupart de ces haies propriétés. Mon père réside dans un condo de plain-pied à une dizaine de minutes de chez nous. Ce logement est idéalement situé à quelques pas du village où il trouve épicerie et tout ce dont il a besoin au quotidien.
Ma sœur Cathy et moi habitons la maison familiale, celle où nous avons grandi. Papa se débrouille seul pour les tâches courantes, comme faire ses courses et prendre soin de lui. Cependant, nous l'accompagnons pour les rendez-vous médicaux plus éloignés et les déplacements qu'il ne peut pas faire à pied. C'est pendant une tempête hivernale que cela s'est produit. Alors que Katie se trouvait chez son petit ami, à une demi-heure de chez moi, je me retrouvais seule à la maison. La neige tombait à gros flocons, et l'idée me vint d'appeler mon père pour prendre de ses nouvelles. Il a gardé une ligne fixe, plus pratique pour lui qu'un smartphone. Bien qu'il en possède un, il rechigne parfois à l'utiliser. L'appel sonna 4 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. L'inquiétude grandissait en moi. Après 2 appels restés sans réponse, j'ai composé son numéro une 3e fois. D'habitude, il se précipite pour nous rappeler. Alors, j'ai patienté, espérant son appel. Mais rien. Encore et toujours cette messagerie vocale. J'y ai laissé un message, le suppliant de me rappeler au plus vite. Prise d'une soudaine angoisse, j'ai appelé Cathy. « Papa t'a-t-il parlé d'une sortie malgré ce temps ?» ai-je demandé. Sa réponse négative a confirmé mes craintes. Quelque chose n'allait pas. L'idée de savoir mon père dehors, en pleine tempête de neige, me déplaisait au plus haut point. Poussé par une anxiété grandissante, je pris donc la route vers sa résidence. Le blizzard avait transformé les rues en patinoires désertes, où seules quelques âmes courageuses osaient s'aventurer. Mon téléphone, vibrant frénétiquement, ne cessait de relayer des alertes météorologiques alarmantes, confirmant que ces conditions étaient absolument impraticables, voire dangereuses, pour une promenade. En arrivant devant l'immeuble de mon père, j'aperçus des empreintes fraîches dans la neige, dessinant un aller-retour. Soulagement et légère réprimande se mêlèrent. Il était sorti, bravant les éléments, mais au moins, il était rentré sain et sauf. J'ai frappé à la porte d'entrée et crié « Papa, c'est moi !» Quelques secondes plus tard, Anna-Laura, la femme d'un voisin, une dame âgée, a ouvert sa porte et m'a salué avec un sourire. Elle m'a expliqué que son mari venait tout juste d'emmener mon père au magasin. Nous avons échangé quelques mots, puis je l'ai remerciée avant qu'elle ne referme sa porte. Comme j'étais déjà là, j'ai décidé d'entrer chez mon père pour l'attendre. Naturellement, avant même de chercher mes clés, j'ai instinctivement tourné la poignée. À ma grande surprise, la porte s'est ouverte. Décidément, mon père avait encore oublié de fermer la porte à clé. Je l'avais prévenu, encore et encore, d'arrêter de faire ça. Un jour, quelqu'un finirait par s'introduire, même si nous vivions dans un quartier paisible. Je refermai la porte derrière moi, mais un détail attira mon attention. Des traces de neige fondue maculaient le parquet, serpentant du salon vers le petit couloir menant à la chambre de mon père. « Papa ?» lançai-je. Était-il rentré juste avant moi? Le silence pesait, lourd et oppressant. Le mystère enveloppait l'absence prolongée du mari d'Anna-Laura. Pourquoi n'était-il toujours pas rentré? Peut-être, une lueur d'espoir fragile, il avait déposé mon père et profité de l'occasion pour faire quelques courses. Ces pensées tourbillonnaient dans mon esprit, tandis que je suivais lentement les traces laissées dans la neige. L'angoisse grandissait, une ombre froide qui s'étendait sur mon cœur. Une fois de plus, j'appelais mon père, ma voix s'élevant cette fois, déchirant le calme hivernal. Je n'entendais pas l'eau couler dans la douche, alors pourquoi n'aurait-il pas pu m'entendre?
quelque chose clochait. Il aurait répondu, normalement. J'ai composé le numéro de portable de mon père et j'ai entendu la sonnerie provenant de sa chambre au bout du couloir. Peut-être était-il rentré. J'ai avancé dans le couloir et suis entré dans la chambre vide de mon père. Il était absent. Son téléphone vibrait sur la table de chevet, à côté de son lit. Mes yeux se sont abaissés, découvrant des traces de neige fondue menant vers la porte de sa salle de bain. Elle était close. Je me suis approché, le cœur lourd, et ai frappé. « Papa !» ai-je murmuré, une dernière fois. J'ouvris la porte avec une lenteur calculée et constatai que la salle de bain était désespérément vide. Rien, personne. Pourtant, un détail me frappa immédiatement. Le rideau de douche. Il était tiré, clos, hermétique. Mon père, lui, avait une habitude immuable, une manie presque. Il laissait toujours le rideau ouvert, déployé. Un frisson me parcourut l'échine. Quelque chose clochait. Je le savais, au fond de moi. Cette porte fermée, en plus, était une anomalie. D'habitude, il laisse toutes les portes ouvertes pour faciliter ses déplacements. J'ai observé le rideau de douche un instant. Puis j'ai refermé la porte de la salle de bain. Ensuite, je suis allé à l'entrée de l'appartement, j'ai claqué la porte et j'ai composé le 911. J'ai attendu près de la porte d'entrée, unique point d'accès. Les forces de l'ordre sont arrivées avec une rapidité surprenante, compte tenu des circonstances. Nous sommes retournés ensemble dans l'appartement, directement dans la chambre de mon père. Là, nous avons découvert un homme assis sur le lit, les mains en l'air, comme s'il s'attendait à notre arrivée et avait patiemment attendu. Mon père est rentré à la maison une dizaine de minutes plus tard, juste à temps pour entendre le récit de toute l'affaire. L'identification du cambrioleur a révélé qu'il habitait à quelques appartements du nôtre. Cela signifiait qu'il surveillait mon père et son domicile depuis un certain temps, ourdissant un plan pour s'introduire et le voler. L'origine de l'expression « le voler à l'aveugle » prit tout son sens après cet événement. Mon père, un homme au grand cœur, hésitait à porter plainte, mais nous l'avons convaincu d'engager un avocat. Le voleur fut finalement accusé de cambriolage au 3e degré et croupit encore derrière les barreaux.